Pourquoi est-ce que payer cher vos développeurs et vos développeuses est indispensable et est une bonne idée à mon avis? C'est toujours la question du salaire qui revient. Et la question, c'est pourquoi payer 50% ou même 100% plus cher un développeur ou une développeuse? Ce qu'il faut savoir, en tout cas, on va se baser sur la France, c'est que le salaire, le delta, la différence entre le salaire pour un junior et un top dev, un ou une top dev, pardon, c'est un facteur 2, voire un facteur 3. C'est-à-dire que un ou une top dev peut être payé jusqu'à 2 à 3 fois plus cher qu'un développeur ou une développeuse junior. Grossièrement, les salaires vont autour de 25K euros annuels pour les débutants. Alors après, il y a différents métiers de développement, ça va être un peu plus, mais on va dire que ça peut commencer à hauteur de 25 euros et ça peut atteindre jusqu'à 75K euros et ça peut aller plus cher pour certains profils très particuliers. Mais on va dire à l'échelle, c'est de 25 pardon, à 75K. Alors, je crois que vous le connaissez celui-là, Excel, Google Sheet. La réponse que vous donnez certains, c'est pour une star, pour quelqu'un de très haut niveau, je peux avoir 3 fois plus de juniors. C'est donc une logique Excel. Donc là, ce qu'on va me retourner comme élément, c'est dire est-ce que ton développeur ou ta développeuse top niveau va produire 3 fois plus de code. Ça, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que c'est de la logique Excel, c'est de la logique ligne budgétaire. C'est ce que vont penser certaines directions, et ce qui est plus grave, certains managers DSI. C'est une méconnaissance totale des métiers du logiciel. Et on va voir pourquoi ce n'est pas du tout la bonne approche. Alors déjà, juste une chose, ces gens qui se permettent de juger, combien avez-vous déjà lu de livres sur le génie logiciel? Combien d'années vous avez étudié le génie logiciel? Combien de projets logiciels vous avez gérés? Votre dernière conf sur le sujet? Vos derniers meet-up? Votre dernière relecture de code? Sur combien de communautés de pratique vous êtes actif? C'est pour moi de la prétention et du mépris. De la prétention parce que certaines personnes pensent qu'en faisant des règles de 3 sous Excel, on peut évaluer la complexité d'un projet informatique et de la vélocité en génie logiciel. Si on passe des bac plus 5 et des bac plus 6 dans le domaine, c'est qu'il y a une raison. Et c'est du mépris parce que il faut laisser faire les professionnels, c'est notre travail et non le travail des gens qui ne sont pas dans les domaines des DSI. Alors, certains DSI, malheureusement, sont encore sur cette logique Excel. Ça, c'est grave. Là, on a une vraie méconnaissance dans les DSI. Alors, ça fait 40 ans que l'on connaît cette différence de performance. Le grand classique, hein, le mythe du moi homme. Livre qui a la première édition 1975, donc on voyait déjà ce problème de performance. Alors, j'ai pas pris l'édition de 75 parce qu'elle est restée au bureau. Je possède 3 exemplaires de ce livre, 2 en anglais et en français, et 2 exemplaires sont coincés au bureau à cause du Covid. Donc j'ai pris l'édition de, enfin ça va être 80-85, je ne veux pas dire de bêtises, mais on voit bien qu'il y a un ratio de performance entre la meilleure et la moins bonne performance de l'ordre de 10 en termes de mesure de productivité entre les bons et les moins bons développeurs. Alors ça peut être de 10, ça peut être de 5, mais déjà 5 c'est énorme. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qui a été inventé il y a 3, 4, 5 ans, qui est connu depuis peu, ça fait des décennies que les gens du métier, en tout cas ceux qui sont vraiment du métier, le savent. Bon, ceux qui ne sont pas du métier, sur le pas le mythe du moi-même, qui ne connaissent pas, ils sont clairement pas du métier. Alors, il faut se poser la question, c'est quoi la productivité en dev? Il faut resituer dans le contexte. Et c'est là où on va voir justement que peut y avoir un gros facteur de productivité. On va revenir au but. C'est quoi votre but lorsque vous êtes un éditeur de logiciel, une société de services de logiciels, en tout cas quand vous produisez des logiciels, des produits logiciels, de la prestation de logiciels? Eh bien, vous produisez un produit ou alors une prestation, mais vous ne produisez surtout pas du code. Donc notre prisme de mesure, ça va être la production logicielle. Les gens qui pensent que le code, c'est l'outil de mesure, non. Ce qu'on produit sont des
produits. Ce que le client paye, ce sont des produits. Ce que l'utilisateur utilise, ce sont des produits. Pas du code. Le code, c'est un moyen très sympa, on s'amuse beaucoup avec, mais c'est un moyen. Donc on ne va pas mesurer le moyen, on va mesurer vraiment ce qui est produit. Donc il faut, c'est pas viser ce qu'on appelle l'income, le code au kilo, combien de lignes de code il a pondu, combien il a fait de commit, mais c'est l'outcome. Quelles sont les fonctionnalités qu'on a produites. Ça aussi, je suis vraiment étonné, c'est la méconnaissance des gens qui sont dans le monde du logiciel et qui ne maîtrisent pas les métiers du logiciel. Donc qui donnent des indicateurs sur les mauvaises choses. C'est quoi un produit logiciel? Ça va partir d'une idée. Et cette idée va voyager à travers le produit. À un moment, elle va rencontrer le développement. Et ils vont avancer tous les deux. Le développement va avancer, va faire des retours au produit, si on est en méthode agile. Le produit va faire un retour au développement. Mais en tout cas, on va avancer pour faire une fonctionnalité. Alors, features, user story, product backlog item, on va passer ces tags-là, mais en tout cas, on va produire de la fonctionnalité, on va dire. Et ce qui est intéressant d'un point de vue de l'utilisateur, c'est la sortie, la features. L'entrée, ou ce qu'il y a au milieu, le code, aucun intérêt. D'ailleurs, qu'est-ce qui vaut mieux pour l'utilisateur? Un code qui prend une journée et qui fait rapporter 100 000 euros, ou un code qui prend 3 mois et qui ne rapporte rien parce que c'est juste une obligation légale? Ce n'est pas le code qui nous intéresse, c'est la valeur apportée par la fonctionnalité. Ça, c'est un gros problème que je vois dans certaines entreprises, c'est l'obsession, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de la productivité des développeurs. On a l'impression que les développeurs et les développeuses ne foutent rien. En tout cas, quand je vois certains indicateurs, c'est vraiment, et au vu des retours que j'ai par le Wantech, c'est vraiment cette obsession, il faut leur trouver du travail. On est toujours encore sur notre fameux code au kilo. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, le but, c'est de faire une entreprise et une entreprise soit performante. Et une entreprise performante, elle fait des produits. Donc, moi, c'est l'outcome qui m'intéresse, et non l'income. C'est le produit, les fonctionnalités. Le code, ce n'est qu'un moyen, pas une fin. Donc, mon but, c'est de produire de bons produits. Et donc, moi, ça va être mon unité de mesure. Ça va pas être le code, ça va être la production de fonctionnalités produits. Donc, on est passé d'une logique purement Excel où on s'intéressait à des lignes de code. Après, on était un peu plus fin, on était sur des fonctionnalités, mais en termes de code. Mais là, on va directement à qu'est-ce qu'on produit en termes de produits, de la features. On va mesurer quelque chose qui est beaucoup plus performant, beaucoup plus adapté par rapport au but de l'entreprise. Et on va abandonner la mesure au code. Où il est vrai qu'un développeur ne va pas forcément pondre 10 fois plus de lignes de code. Alors, qu'est-ce que c'est un bon produit? Alors, un bon produit, ça se voit par deux parties. Le product management. Mais là, on fera une autre vidéo sur le sujet parce qu'on peut en faire une demi-heure, voire 1 heure, voire 2 heures sur le product management. C'est un sujet tellement vaste. Nous, ce qui va nous intéresser, puisqu'on parle des développeurs et des développeuses, c'est la production de fonctionnalités. Alors, quels sont les critères de productivité logicielle par rapport à un bon produit? Qu'est-ce que c'est la qualité d'un produit? Quelques points qui, pour moi, définissent la qualité d'un produit. Il y en a d'autres, mais je vais vous montrer quelques points. On pourra aller plus loin. C'est quelque chose qui est fidèle au métier. Ça paraît tout bête, mais combien de fois on a entendu? Oui, mais nous, on ne travaille pas comme ça. Votre logiciel, vous n'avez pas compris notre métier. C'est quelque chose qui est ergonomique. Évitez de changer 40 fois de menu pour aller d'un besoin A à un besoin B, parce que dans ce cas-là, on ne peut pas, parce que c'est comme ci, comme ça, blablabla. C'est quelque chose qui est performant. Combien de logiciels en termes de temps d'accès et de rapidité ne sont pas du tout performants? C'est quelque chose d'actif. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Evernote, qui est ici. Ils ont passé 1 an avant de nous proposer un thème sombre. Voilà, 1 an pour faire un tome. Ce qui était demandé par la communauté. En termes de réactivité, c'est nul. Sans régression. Qu'est-ce que c'est la régression? C'est vous faites de nouvelles fonctionnalités très sympathiques et d'un seul coup, à l'autre bout du logiciel, ça plante.
Par exemple, je sais pas, vous pouvez rajouter, vous êtes sur un site e-commerce et vous avez rajouté une fonctionnalité qui permet de changer l'adresse de livraison alors que la commande vient déjà d'être faite mais que c'est pas encore parti en logistique. Ça a l'air comme ça, super, c'est génial, nouvelle fonctionnalité, gain de valeur, mais le problème c'est que ça vous fout un bazar pas possible en logistique et la commande est pas traitée correctement. Donc, les régressions. Sans bug. Bah, qu'est-ce que c'est un bug? Un bug, c'est une différence entre ce qu'on a demandé et ce qu'on récupère en termes de production. On va éviter au maximum d'avoir des bugs, puisque on n'a pas ce qu'on a demandé. Et parfois même, c'est même logiquement pas du tout ce qu'on a demandé. C'est genre, vous lancez une commande et la commande n'arrive pas du tout. Et c'est quelque chose de robuste. Un logiciel ne doit pas planter, donc si par exemple vous avez des milliers d'utilisateurs, c'est pas parce qu'il y a eu quelques commandes par exemple e-commerce qui se passe mal que le site doit être totalement planté. Donc voilà quelques critères par exemple qui permettent de définir un bon produit. Eh bien, si on voit tous ces critères, ces critères ne vont pas se résoudre juste en ce qu'on appelle pisser du code au kilomètre, c'est-à-dire taper du code sans trop chercher à comprendre, sans aucune analyse. Non, ce qu'on va produire, c'est produire des architectures qui vont être robustes. Déjà, produire des architectures. Déjà, voilà, on va penser comment est-ce qu'on va construire son logiciel. Et ce logiciel doit être robuste pour justement ne pas planter à tout va. Il doit être souple pour pouvoir être évolutif, simplement. Il doit être performant. Il doit être évolutif. Il doit apporter une véritable valeur métier, donc pas être éloigné du métier. Et bien tout ça, c'est très éloigné quand même de juste je ponds du code au kilomètre. Et donc ce sont d'autres compétences qu'on va attendre d'une personne qui va faire du développement logiciel. Alors aussi, alors là c'est un grand classique dans les gens qui ne connaissent rien au développement informatique. Petit aparté, mais la qualité d'un code ne se compte pas au nombre de lignes. Là, c'est un exemple très basique, hein. Ceux qui font du code vont hurler en voyant quelque chose d'aussi simple, mais ce genre de code qui est fait en programmation fonctionnelle, si je le faisais en pissage de code, c'est-à-dire sans trop réfléchir, avec une suite de boucles et de si, il ferait peut-être 30, 40 ou 50 lignes. Le même code. Là, j'ai un code qui est simple et qui est testable. Si je le fais en pissage de code, j'ai un code qui est absolument illisible, qui est 5 à 10 fois plus long et qui est intestable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les bons développeurs et les bonnes développeuses produisent des codes qui souvent contiennent beaucoup moins de lignes que les mauvais développeurs et mauvaises développeuses. Petit aparté, mais souvent on voit, c'est le code au kilomètre. On compte le nombre de lignes. C'est pas bon. Ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, tiens, c'est ce que j'indiquais là. Voilà. Alors, si on s'intéresse à tous nos critères qu'on a définis tout à l'heure, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses. Par exemple, fidèle au métier, c'est ce qu'on peut appeler par exemple il y a le DDD, Domain Driven Design, le BDD, Behaviors Driven Design, la programmation fonctionnelle, l'ergonomie, UX, expérience utilisateur, UI, interface utilisateur, design pattern pour l'ergonomie du code, performance, test de charge, refactoring, actif, intégration continue, release on demand, possibilité de rapidement à la demande publier une fonctionnalité, sans régression, intégration continue, sans bug, test driven development, TDD, robuste, on peut avoir par exemple des validateurs qu'on peut développer en ce qu'on appelle AOP, Aspect Oriented Programming. On est bien loin du je prends un ordinateur et je tape du code au kilomètre. Là, on a sur énormément de concepts. Et si on s'intéresse vraiment aux concepts qui sont liés, on va dire, au code, il n'y en a pas tellement. On voit bien que le métier du développement, alors si je prends développement au sens large, ça peut être du DevOps, attention, parce que là, on est par exemple sur du CI, CD. Le métier du développement, ce n'est pas que du code, ce n'est qu'une partie du métier. Et le code, ce n'est pas saisir au kilomètre des instructions. Donc, si j'ai mon pisseur de code là qui est ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un code pas lisible au kilomètre. Donc vraiment, il va en pondre, qui n'est pas reprenable, c'est illisible, personne ne comprend rien. C'est pas sécurisé. Donc par exemple, on peut faire ce qu'on appelle de l'injection SQL ou de l'injection XSS. Son code est une véritable password de sécurité. Les mots de passe stockés en clair dans la base de données aussi, faisons-nous plaisir.
Rien que les mots de passe, vous voyez la différence entre un bon et un mauvais développeur. Sécurisation des mots de passe, c'est quelque. On pourrait faire juste une vidéo là-dessus. Alors, c'est pas cohérent avec le métier. Quand on essaye, on comprend rien, c'est pas adapté, c'est buggé. Parce que, ah ouais, j'avais pas compris ça, ah, j'ai pas vérifié ça, ah, j'ai pas testé. Dès qu'on fait une mise en prod, ça prend l'eau de toutes parts, il y a des régressions à l'autre bout du logiciel. Au fur et à mesure qu'on développe, ça devient de plus en plus coûteux de rajouter des fonctionnalités. Ah ouais, mais il faut que je casse ça. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Ah, il faut que je casse. Ah, c'est compliqué. Donc on augmente la rigidité. Et la mise en prod, ah oui, non, mais là il faut 2 jours pour mettre en prod parce qu'il faut préparer ceci, cela, là, là, là. Ça, c'est le pissage de code. Le développeur ou la développeuse de haut niveau va être plutôt sur des solutions orientées produits. Quelque chose de fidèle au métier, par exemple en utilisant DDD, Domain Driven Design, sur un code lisible, reprenable et documenté. Alors ça aussi c'est pareil, documenter le code, expliquer pourquoi on a fait certains choix. Beaucoup de développeurs sont incapables d'expliquer pourquoi ils ont codé comme ça. Ah bah je fais comme ça. Voilà. Donc un code qui peut être reprenable par d'autres personnes. Peu de bugs ou de régression, ça aussi, bah voilà, ça se paye. Hein. Et ces bugs sont identifiés rapidement et sont corrigés très rapidement. Alors justement, puisque si on a du déploiement continu, de l'intégration continue, de la mise en prod et en test pratiquement automatisé ou automatisé, on peut très rapidement tester, modifier son code, le retester et en quelques minutes parfois corriger un bug. Tandis qu'ici, c'est ah bah je sais pas, faut que je cherche, attendez, je vais regarder. Donc mettre en prod tout le temps, une nouvelle fonctionnalité est arrivée, bah, ça peut être mis en prod tout de suite. Voilà. Et pas de coût grandissant pour les features, c'est-à-dire on n'a pas les problèmes de rigidité. Donc on voit bien, on a deux profils très différents entre le pisseur de code et on va dire le développeur, la développeuse d'un certain niveau. Alors si on regarde environ les salaires, entrée de gamme, soit junior, soit développeur, développeuse pas très bon, voire très mauvais, à partir de 25K. Et dans le haut du panier, on peut arriver jusqu'à 65, voire plus, on peut obtenir du 75K. Après, ça commence à être sur des profils très particuliers. Par exemple, à une époque, le big data a beaucoup payé, ou ça des gens qui maîtrisent des choses très très fines. Voilà. Mais grossièrement, de 25K ici, autour de 65. Alors, si on juge par rapport à l'outcome, c'est-à-dire la production de bons produits, qu'est-ce que vous préférez entre ce développeur qui va vous faire un produit qui est une véritable passoire, une catastrophe, et ce développeur ou cette développeuse qui va vous produire un produit qui est facile à maintenir, qui correspond aux besoins, qui est mis en prod tout le temps, qui n'a pas un coût grandissant pour développer de nouvelles fonctionnalités. Moi je vous demande, quel est votre choix? Est-ce que vous choisissez le pas cher ou est-ce que vous préférez payer 2 à 3 fois le prix? À vous de voir. Alors, un petit point, j'ai employé tout à l'heure, mauvais développeur ou junior. On va me dire, attention, là tu dénigres les juniors. Alors, ce que j'appelle junior, enfin jeune diplômé, plutôt d'ailleurs, oui, ce serait même plutôt jeune diplômé. Voilà, j'ai fait une erreur dans mon slide. Jeune diplômé. Non, parce que pour moi, le jeune diplômé, il est là pour apprendre. C'est un investissement. C'est-à-dire, on croit en cette personne et c'est surtout pas vu comme un développeur ou une développeuse pas chère. Le but de faire venir quelqu'un qui sort de l'école ou qui est en apprentissage, c'est d'investir dans cette personne pour la faire grandir, pour qu'elle devienne justement quelqu'un de très haut niveau, qu'on paiera sûrement très cher, qu'on espérera payer très cher, parce qu'elle va nous apporter vraiment beaucoup. Donc, les juniors, les jeunes diplômés, pour moi, c'est un investissement. C'est croire en une personne qui a un potentiel et c'est faire grandir ce potentiel pour créer des équipes, créer une culture d'équipe et avoir des soft skills. Donc, je ne mélange pas du tout jeunes diplômés et pisseurs ou pisseuses de code. Alors, le développement, pour moi, ça se joue aussi sur la durée. Vous pouvez avoir des gens qui sont très pertinents dans l'entreprise et 10 ans, 15 ans après, qui sont totalement out. Out, pourquoi? Parce que certains, en fonction de l'âge, vont se laisser vivre,
vont pas avoir la capacité à se remettre en cause. Je vous donne un exemple. Vous apprenez une technologie, 10 ans après, on vous dit on jette tout et on repart sur une nouvelle techno parce que ce qu'on faisait, c'est maintenant c'est totalement out. Je le vois bien, il y a des gens qui faisaient du client-serveur, après on est passé sur Unix par exemple, après on est passé au PC, maintenant on revient sur le client-serveur mais web. Avant on faisait des architectures entières, maintenant on passe à DDD où certains y sont déjà. Avant on faisait de l'orienté objet, maintenant on s'intéresse de plus en plus au fonctionnel. Avant, on avait des gros langages Java, C Sharp. Maintenant, on s'intéresse de plus en plus à JavaScript et Node. Donc, il y a à la fois cette notion d'âge et cette fonction de remise en cause. Bah, il y a deux façons, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont, oui, se laisser vivre, se laisser vivre sur leurs compétences et de moins en moins faire d'efforts pour évoluer. Et il y en a d'autres qui, quel que soit l'âge, vont toujours se remettre en cause et vont toujours vouloir monter, vont toujours vouloir s'améliorer, vont toujours vouloir apprendre des choses. Donc ça, c'est de l'envie, c'est de la curiosité. Et bien vous ne le verrez pas chez tous les développeurs et développeuses. Donc à vous de voir, est-ce que vous avez envie d'investir pas cher dans quelqu'un qui fait son job, mais qui n'est pas curieuse, qui n'a pas envie d'aller plus loin, ou quelqu'un qui va tout le temps se poser des questions, va toujours avoir envie d'évoluer. À vous de voir. Mais là aussi, vous le paierez cher peut-être à moyen terme. Alors, les soft skills, ça aussi, c'est quelque chose qui vous coûtera cher si vous prenez justement quelqu'un qui est juste là pour pondre du code. C'est quoi les soft skills en développement? Par exemple, c'est l'esprit d'équipe. Parce que les gens qui travaillent dans leur coin, c'est la pire chose dans un développement. Ah, c'est le code de machin, je comprends pas ce qu'il a fait. Donc c'est irreprenable. Personne n'est en vacances, a démissionné. Euh, non, si un code est mal fait et n'est pas reprenable, c'est qu'il est mal écrit. Un code, ça doit être clair. C'est de la pédagogie. Vous avez des connaissances, ces connaissances, elles doivent être transmises à toute l'équipe. Ah, machin, utiliser tel techno, je sais pas m'en servir. Bah, pourquoi t'as pas montré? Ah, je sais pas. Non, ça, c'est pas bon. Ça doit être bien documenté. Alors, personne n'aime documenter chez Dev, moi le premier, mais il faut documenter. Et il y a des gens qui, même s'ils n'aiment pas documenter, font des documentations qui sont très lisibles. Donc, ce qui fait que le travail est reprenable. Même 2 ans, 3 ans après, 4 ans après. C'est facile. C'est aussi ce qu'on attend, enfin moi ce que j'attends d'équipes de développeurs et développeuses sont des gens qui ont des convictions et des arguments. C'est pas juste des gens qui vont avoir une problématique et voir le premier article technique sur internet et dire bah oui j'ai fait comme ça parce que j'ai trouvé un article qui parlait de ça. Non, c'est des gens qui font des choix, qui savent les défendre et qui connaissent vraiment les avantages et inconvénients des choix qu'ils ont faits. Qui ne sont pas tombés sur le premier choix en disant moi j'ai fait ça comme ça. Ce sont des gens qui inspirent les autres aussi. Une personne qui est inspirante, ça va profiter à toute l'équipe et elle va faire monter l'équipe vers le haut. Et dernier élément, l'autonomie. On se retrouve avec deux populations, des gens qui ne sont pas du tout autonomes, qu'on doit surveiller, enfin surveiller j'aime pas le terme, mais dont on doit vérifier que tout est ok, qui parfois même n'ont pas de travail, ils ne vous le disent pas, ou qui attendent, ou qui reviennent vous voir parce qu'ils ne savent pas avancer sans vous, donc ils vous perdent beaucoup de temps pour des choses qui n'ont pas de valeur à la fois pour eux et pour vous. Et il y a des gens, vous leur donnez une mission, vous leur donnez les critères pour évaluer ce que vous attendez d'eux, et après, ils sont autonomes, ils font tout seuls, tout marche bien. Donc, et ça, c'est pas une question d'âge, hein. Il y a des jeunes comme des vieux, il y a des autonomes, il y a des gens autonomes, il y a des gens pas autonomes. Et bien ça aussi, ça coûte cher. C'est-à-dire ça coûte cher de payer des gens autonomes, mais ça coûte cher d'avoir des gens pas autonomes. Ça coûte énormément en temps, en énergie, et ça coûte de l'argent. Et ça impacte sur votre application parce que vous perdez du temps. Euh, c'est pas la bonne chose pour moi. Et tout ça, parce que là on a parlé de développeurs et développeuses, pour faire des bons produits, il faut une équipe. On va voir pourquoi. Vous avez une équipe, vous avez un but qui est ici. Et bien, tous les membres de l'équipe vont essayer de tendre vers ce but. Mais chaque personne va y aller un peu comme elle l'a compris. Voire certains vont carrément être à l'opposé de ce qu'il faut. Bah, qu'est-ce que ça va être votre équipe? Ça va être la somme de toutes vos énergies individuelles. Donc là, dans ce cas-là, ici, bah voilà, votre résultat il est là au lieu d'être là. Pourquoi? Parce qu'une équipe c'est juste une somme d'individualités.
Tandis que si vous avez les gens qui ont la bonne démarche, qui sont pédagogues, qui sont curieuses, qui aiment le dialogue, qui ont envie de progresser, de faire progresser les autres, d'échanger, qui documentent leur travail, qu'est-ce que vous allez arriver à avoir? Vous avez une équipe qui grandit, vous avez une équipe qui s'aligne, vous allez avoir une émulation collective, une motivation, une passion et un sens du challenge. Mais qu'est-ce que ça va donner? Voilà, ça va donner ça. C'est que votre équipe, son énergie, elle sera supérieure à l'énergie de chaque individualité. Une équipe, c'est plus que la somme des individualités. Mais pour ça, il faut la bonne démarche intellectuelle. Et pour bien construire une équipe, là aussi, il faudra faire une vidéo juste pour ça. C'est à la fois de la technique, de l'organisationnel et de l'humain. C'est pas juste réunir des gens dans une pièce. Une équipe, c'est bien plus que ça. Mais je pense que le sujet mériterait, sinon je fais 2 heures, mériterait juste une vidéo rien que pour elle, c'est comment construire une équipe. Alors, à vous de faire votre choix. Est-ce que vous voulez une équipe autonome et qui grandit dans le temps, qui fait des produits de qualité sans régression, mais qui va vous coûter beaucoup de dollars ou d'euros, ou alors des développeurs et développeuses qu'il faut materner, du code difficile à intégrer, des bugs à gogo, un logiciel de plus en plus lourd à modifier, mais où vous allez payer développeurs et développeuses pas trop cher. Quel est votre choix si vous devez évaluer maintenant les salaires des gens que vous allez payer par rapport à votre politique produit? Je vous laisse choisir. Moi, mon choix est fait. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, parce que là, on a parlé que du développement, mais il faut pas oublier une chose, c'est que le développement, mince, petite faute, le développement, ce n'est que l'amplificateur du product management, ou du PO, product owner. Donc ça va amplifier le bon comme le mauvais. Donc si vous avez des features très moyennes, voire des spécifications, alors user story, critères d'acceptance, etc., des specs flous, pas de vision produit, ou un PO, une PO qui se contente juste de suivre le marché, eh bien forcément, payer des gens très chers, la différence ne sera pas énorme par rapport à des gens payés pas cher. Donc là, vous allez certes dilapider votre argent. Mais la question qu'il faut se poser, c'est si vous avez un product management qui est très moyen, comment est-ce que vous allez survivre en produisant un produit qui est très moyen en termes de concurrentiel? Je ne parle pas de bas de gamme et de haut de gamme. Je parle d'un produit moyen, quelle que soit sa gamme. Parce que vous pouvez faire des produits de bas de gamme, d'autres concurrents font des produits de bas de gamme, on s'attend quand même à une certaine qualité. Vous prenez de l'eau de source, par exemple, vous avez des marques comme Evian, puis vous avez des marques de grande distribution. On s'attend à certains critères de qualité, même dans du bas de gamme, ou de l'entrée de gamme, on va dire. Si vous partez sur du moyen, du bricolage en termes de product management, vous aurez un produit qui est du bricolage et qui finira par plus vendre et vous allez mourir. Donc, une bonne équipe de développeurs et développeuses, c'est très bien, mais pensez à l'amont, le product management. Un product management de qualité, c'est la première étape pour un produit de qualité et donc pour une entreprise qui gagnera de l'argent et qui se développera.